Bonjour à tous, vous êtes sur Crasmoto. Je suis sûr que la grande majorité d'entre vous ont vu des images où des pilotes de moto filent à une vitesse inimaginable sur les routes étroites et les ruelles d'une île britannique. C'est exact, je parle de la course Tourist Trophy sur l'île de Man. Que savez-vous d'autre sur cet événement ? On dit souvent que c'est la course la plus dangereuse au monde. Au fil du temps, elle a coûté la vie à plus de 260 pilotes. Pour être précis, au début de l'année 2024, le nombre s'élève à 269 personnes. Dans cette course, les pilotes atteignent des vitesses folles. Le record de vitesse moyenne au Tour est de 219,5 km/h et la vitesse maximale sur l'île de Man a été de 332 km/h. C'est aussi l'une des courses de moto les plus prestigieuses au monde, qui à une certaine époque faisait partie du Moto Grand Prix. Disons que ce sont les principaux points pour vous mettre dans le contexte de ce qui se passe. Cependant, découvrons de plus près cet événement. Je vous invite à en dire quelques mots sur le Tourist Trophy de l'île de Man. Bonne séance. Évidemment, les amis, la première question très logique qui se pose lorsqu'on aborde l'histoire de cette course, de cette compétition, c'est pourquoi l'île de Man ? Pourquoi pas un autre endroit sur la planète Terre ? Pourquoi ces compétitions, devenues légendaires, se tiennent-elles précisément sur cette petite île de la mer d'Irlande depuis 1907 ? Pour comprendre comment et pourquoi, transportons-nous à la fin du XIXe siècle. Que savons-nous de cette époque ? La révolution industrielle bat son plein, et à ce moment-là, elle a déjà offert à l'humanité des inventions étonnantes comme l'électricité, le moteur à combustion interne, les automobiles et les motos. Et à cette époque, la Grande-Bretagne était l'un des pays les plus progressistes du monde. C'est aussi un point important. L'esprit de compétition a créé cette course, comme toutes les autres. Il est sain naturel de vouloir se mesurer aux autres. Et dès que de nouveaux moyens de transport fondamentalement différents sont apparus, les automobiles et les motos, l'idée de découvrir qui pouvait aller plus vite et plus longtemps sur ces engins est apparue presque immédiatement. Et la réalisation de cette idée a suivi. Dès les premières années du XXe siècle, les courses automobiles sont devenues monnaie courante en Europe. Les motards essayaient aussi de ne pas rester à la traîne. Le début du XXe siècle a déjà été marqué par l'organisation de toutes sortes de grandes courses automobiles de longue distance comme Paris-Bordeaux-Paris, Paris-Marseille-Paris, Paris-Berlin-Paris, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de France, vous ne trouvez pas ? Cependant, telle était la situation. Les Français étaient à la pointe du progrès dans les grandes courses. Je salue ceux qui ont vu les documentaires d'Assafiev sur l'industrie automobile française. Non frère, pas de papier, serre-la ! Je pense qu'il est inutile d'expliquer que les gentlemen d'outre-Manche étaient vexés de ne pas avoir été les premiers à organiser de grandes courses automobiles. L'occasion ayant été manquée, le désir d'organiser un événement similaire chez eux, dans les cercles d'automobilistes passionnés, était immense. Mais au Royaume-Uni, à cette époque, il était impossible d'organiser une grande course sur les routes publiques, car en 1903, le Parlement avait fixé la limitation de vitesse maximale pour tout véhicule automobile à 20 miles à l'heure,
Converti dans des unités plus courantes et arrondies, cela donne 32 km à l'heure. Le secrétaire du club automobile de Grande-Bretagne et d'Irlande, Sir Julian Ord, n'entendait clairement pas accepter la situation telle qu'elle. Julian, en février 1904, s'est rendu sur l'île de Man avec une idée de principe. Julian voulait vraiment organiser une grande course automobile, et il espérait sincèrement que les autorités de l'île de Man adopteraient une position plus conciliante concernant les vitesses élevées et le sport automobile. Et Ordu a réussi à convaincre les autorités locales de se lancer dans cette aventure. La préparation du circuit appelé Highlands, d'une longueur de 52,15 miles, a commencé. Il devait devenir l'une des étapes du championnat d'Europe de courses automobiles. Et la course a eu lieu en 1905. La course s'appelait International Tourist Trophy. Cet événement a eu lieu le 14 septembre et a duré plus de 6 heures. John Napier a remporté la compétition sur Harold Johnston, Percy Norty, Rolls-Royce, a fini deuxième, et Norman Littlejohn, Vino de Gengen, troisième. Mais ce n'était pas la première course sur ce circuit. Avant le tournoi Tourist Trophy, les essais anglais des voitures pour la Coupe Gordon-Bennett ont eu lieu sur l'île de Man. Le 14 septembre, 58 participants se préparaient pour la course, mais seulement 42 d'entre eux ont pris le départ. Moins de la moitié des voitures ont parcouru la distance complète de 335 km et demi. L'année suivante, en 1906, l'autotrial eut lieu à nouveau et, le lendemain de la course automobile, il fut proposé d'organiser une compétition de 2 roues sur le même parcours. Cependant, le circuit des Highlands s'est avéré littéralement impraticable pour la plupart des modèles de motos de l'époque. Les motos peu puissantes et très primitives de cette période se sont révélées incapables de gravir les pentes raides et les descentes d'une des sections de ce parcours. La plupart des motos de l'époque n'avaient qu'une vitesse, sans vraie boîte de vitesse. La force du vilebrequin passait directement à la roue. De plus, la conception des freins, qui était pourtant très importante lors des longues descentes, laissait à désirer. La première tentative d'organiser une course de moto sur l'île de Man a échoué. Cela ne signifie pas qu'aucun coureur n'a gagné. George Campbell a maîtrisé le parcours sur une moto Ariel, réalisant le meilleur temps avec une moyenne de 48,34 km/h. Cependant, vous comprenez qu'une course où la plupart des participants n'atteignent pas l'arrivée ne peut être considérée comme un succès. Les organisateurs de l'événement ont estimé qu'il faudrait, l'année suivante, concevoir un parcours plus adapté pour la course de moto. Au dîner annuel des passionnés d'automobile et de moto à Londres le 17 janvier 1907, le rédacteur en chef de The Motorcycle a suggéré une course de moto sur un nouvel itinéraire. Cet itinéraire, nommé St. John's, mesurait 15,85 miles. Mais le plus important, c'est qu'il traversait un terrain relativement plat. Il fallait parcourir 10 tours. La compétition était divisée en 2 classes, les motos monocylindres avec une consommation de 90 miles par gallon et les bicylindres 75 miles par gallon. Si l'on convertit cela dans des unités plus familières pour nous, cela donne 2,6 litres et 3,1 litres. Oui, lors de la première course, qui semblait folle, le Tourist Trophy, l'accent était mis sur l'économie de carburant et l'orientation touristique des machines, ainsi que sur leur endurance. La première place sur une moto monocylindre a été remportée par Charlie Collier, sur une moto matchless équipée d'un moteur GA Prestwich de 500 cm3. Les 2 places dans le pied suivante ont été prises par des machines Triumph, pilotées par des Jack Marshall et Frank Albert. Martin Geiger, qui a terminé à la 5e place sur une NSU, a remporté le titre de la meilleure machine de fabrication étrangère. Dans la catégorie supérieure, celle des 2 cylindres, la première place a été remportée par Rem Fowler sur une Norton de 5 chevaux équipée d'un moteur Peugeot. Fowler a établi une vitesse record autour de 69,05 km/h, 5 km/h. Collier, dans la catégorie monocylindre, a réalisé un résultat de 67,28 km/h. Il convient de mentionner que d'autres motocyclistes étaient en proche de la victoire. Cependant, la course sur l'île de Man a toujours été associée à l'endurance des machines et à divers événements imprévus, surtout à l'étape de sa formation. Voici quelques faits. À 10h du matin, le mardi 28 mai 1907, 25 motocyclistes ont pris le départ sur l'île de Man. Au premier tour, Jack Marshall sur Triumph est tombé et a abandonné, tandis que Frank Appleby Jr. a crevé un pneu sur sa Rex de 5 chevaux.
Au deuxième tour, Stanley Webb sur Triumph a dû s'arrêter pour ajuster la courroie d'entraînement, puis a abandonné au troisième tour en raison d'un problème de soupape d'échappement. Lors de l'arrêt obligatoire de 10 minutes pour le ravitaillement, Olivier Godefray a dû abandonner la course lorsque sa moto a pris feu. Au final, seulement 12 motos ont franchi la ligne d'arrivée, soit un peu moins de la moitié. Je vous raconte tout cela parce que, dans n'importe quelle course, il se produit divers imprévus et événements qui influencent le résultat final. En somme, en 1907, le début de l'une des plus grandes courses de moto au monde a été lancé. Jusqu'en 1910, les courses à Veilleuste avaient lieu sur le parcours de Saint-Jean. Cependant, l'évolution de la course, de son trajet et du développement des motos n'était qu'une question de temps. Et croyez-moi, le Tourist Trophy n'a pas joué le moindre rôle dans l'amélioration de la conception des motos. Si vous pensiez que j'allais lister les résultats des courses chaque année et par catégorie, vous vous trompez. Ce n'est pas mon objectif. Et comme cette course est très bien documentée, chacun peut facilement trouver les informations qui l'intéressent sur Internet. Vous voulez un fait intéressant ? À votre avis, quand une moto à moteur 4 cylindres a-t-elle participé pour la première fois au Tourist Trophy ? Bien plus tôt que vous ne pourriez le penser. Non, ce n'était pas un Japonais ni un Italien, c'était un Belge. Au deuxième Tourist Trophy sur l'île de Man en 1908, 2 motos de la société Fabrique Nationale Herstal Fabrique Nationale ont participé. La machine Fabrique Nationale avait un seul vrai défaut. Elle pesait 1,5 fois plus que ses concurrentes mono et bicylindres. Cependant, à cette époque, le poids était en fait synonyme de durabilité, et les fabriques nationales parcouraient la course de manière fluide et stable. Le poids, c'est la fiabilité. Un pilote du nom de Clark a pris la 3e place dans la catégorie des machines multicylindres en 1908. Fabrique Nationale est revenu plusieurs fois au Tourist Trophy. La dernière fois, c'était en 1931 avec un modèle spécial monocylindre. Cependant, la machine de tourisme confortable a rapidement cessé d'être compétitive. Ainsi, des mâles 913 Fabrique Nationale s'est contenté des 33e et 36e places. Revenons en 1911. Cette année-là, la course s'est tenue pour la première fois sur le nouveau circuit Snaefell Mountain Course, long de 60 km et 190 mètres. D'ailleurs, le circuit moderne du Mountain Course ne diffère que très peu de celui de 1911. Toute l'organisation des courses a été confiée peu à l'Union des motocyclistes, Autocycle Union, qui a annoncé l'utilisation d'un circuit de montagne plus long. La course junior devait avoir lieu le 30 juin et comprenait 4 tours, tandis que la catégorie senior se déroulait le 3 juillet sur 5 tours. Des mâles 909, la classification a quelque peu changé. Ainsi, dans le Junior Tourist Trophy, on pouvait trouver des motos aussi bien avec des moteurs bicylindres que monocylindres. Au Junior Tourist Trophy, les machines étaient limitées à 350 cm3. Dans le Senior Tourist Trophy, c'était 5 à 6 sens. En 1912, le Senior Tourist Trophy était strictement limité à 500 cm3. Il convient de noter que la course elle-même avait déjà beaucoup mûri à l'époque de 1911. Des tribunes ont été construites dans les endroits populaires pour observer la course. La commercialisation de l'événement a suivi, ce qui a provoqué l'indignation des habitants locaux curieux. Il faut comprendre qu'à l'époque des années 1910, le circuit de montagne n'était rien d'autre qu'un sentier pour les charrettes et les chevaux, qui comprenait d'étranges portails entre les champs. Le devoir du premier cavalier le matin était d'ouvrir toutes les portes sur le chemin, tandis que le dernier était responsable de leur fermeture. Ajoutez à cela une multitude de clous et de jantes éparpillés sur cette route, des chiens et des moutons errant parfois sur la chaussée, ainsi que des habitants locaux qui pouvaient parfois sortir de chez eux juste devant les roues d'une moto. Les fabricants de machines se préparaient aussi au nouveau parcours difficile, incluant une montée de 13 km de Ramsey à Brandywell. Dans la catégorie junior, la victoire est revenue au Britannique Percy Evans sur une moto Humber. Mais en senior, malgré 2 Britanniques et un Irlandais sur le podium, le prestige de la technologie britannique a été ébranlé. Les 3 premières places en Nortersan revenaient aux motos américaines indiennes. Le meilleur résultat a été obtenu par Olivier Godefray. Et malheureusement, l'année 1911 est également marquée par le fait que c'est cette année-là que le premier décès a eu lieu lors de la course. Le vendredi 27 juin 1911, lors d'une séance d'entraînement en préparation de la course, Victor Saridge prenait un virage difficile sur la colline de Craigsville, près du tronçon de la piste de Glen Ellen.
Saric s'est écrasé contre une haie vive et s'est brisé la nuque. Il avait 19 ans. En 1912, plusieurs fabricants de motos ont boycotté la course de l'île de Man, jugeant le circuit trop difficile. Cependant, la compétition a eu lieu, même avec un nombre réduit de participants. Et voici un exemple intéressant de la façon dont une simple pluie peut influencer les résultats d'une course. Le 28 juin, la course junior a coïncidé avec un temps pluvieux. Les machines à courroie 1 étaient un an désavantagées face à celles à chaîne. Au Junior Tourist Trophy, les motos Douglas ont brillé en prenant la première, deuxième et quatrième place. Lors du Senior Tourist Trophy, pour la première fois, une moto à moteur 2 temps, la Scott de Frank Appleby, a remporté la course. L'année 1913 est remarquable car la course a été allongée de 2 tours. La course de 1914 sera la dernière avant une pause assez longue causée par la Première Guerre mondiale. Il faut noter que, longtemps, la course sur l'île de Man était surtout un rassemblement de pilotes et fabricants locaux, probablement parce qu'il leur était le plus facile de s'y rendre. En examinant les résultats des courses, on constate que 90% des participants sont anglais, irlandais, écossais, gallois ou originaires de l'île de Man, donc des locaux. Parmi les participants étrangers, depuis 1907, les plus actifs étaient les Allemands sur des machines NSU. On voit aussi apparaître des noms de pilotes américains et italiens. En 1913, au Tourist Trophy, le Russe Boris Mikhailovitch Kremliev courut sur une Rouge britannique. Le motard russe, le plus expérimenté de l'époque, a reçu une proposition à laquelle il n'aurait jamais osé rêver. Participer à la course internationale Tourist Trophy de 1913. On a fourni à Boris la toute nouvelle Rouge Multi avec un moteur de 3,5 chevaux. Kremliev a laissé des souvenirs marquants de son voyage et de la course. Pendant l'entraînement, Boris raconte « J'ai violemment heurté le mur de pierre du pont. La première impression lors du choc était que tous mes organes internes avaient été déchirés. J'ai complètement perdu mon souffle. Et en me relevant des débris de la moto, j'ai suffoqué pendant 2 minutes. J'ai quand même réussi d'une manière ou d'une autre à tirer la moto sur le côté, car elle représentait un grand danger pour les autres coureurs. 3 jours après l'accident, Boris Kremliev a reçu une nouvelle moto Rouge et a repris l'entraînement. Malgré son absence totale d'expérience dans les courses de montagne, le motard russe est rapidement devenu l'un des meilleurs athlètes de l'équipe et jouissait d'un grand respect pour son courage et sa force de caractère. De retour chez lui avec la nouvelle Rouge, Boris Kremliev a pris part à la première moto olympiade russe. La compétition s'est déroulée à Kiev en août 1913 et a constitué un événement remarquable par son importance pour le sport russe. Le programme des Jeux incluait des courses de moto sur route de 267 km sur l'itinéraire Kiev, Tchernigov-Kiev, Vovsroch, Simorsin et Zanzibar-Kiev. À cause de la Première Guerre mondiale, la course Tourist Trophy n'a pas eu lieu de 1915 à 1919 inclus soi pendant 5 ans. Le tournoi a repris en 1920 et sa réputation en tant qu'événement pour les motocyclistes n'a cessé de croître. En 1920, le circuit de montagne a été étendu à sa longueur actuelle, 37 miles et 3 quarts, soit 60 km 752 mètres. Cette année-là, des machines de 250 cm3 participent pour la première fois à la course. En 1922, les motos de cette cylindrée auront leur propre catégorie, le Lightweight Tourist Trophy. L'année suivante, la catégorie Sidecar Tourist Trophy, moto avec sidecar, sera introduite. Les sidecars courent de 1923 à 1925, puis de 1951 à 1967, et dès 1977, cette catégorie devient partie intégrante de la course. En 1923, dans la catégorie motos avec sidecar, Freddie Dixon et Walter Denny ont gagné sur une Douglas. Ils ont effectué 3 tours en 2 heures, 7 minutes et 48 secondes, établissant un record de vitesse moyenne de 85,5 km/h. Avec un retard de 2 et 3 minutes, les machines Norton ont pris la 2e et la 3e place. Et autre fait intéressant, en 1923, la victoire au Junior Tourist Trophy sur une moto Cotton revient à un pilote irlandais de 20 ans nommé Stanley Woods. C'était sa première victoire au Tourist Trophy de l'île de Man. En 1939, Woods pourra déjà se vanter d'en avoir 10.
Il deviendra l'un des pilotes les plus légendaires de son époque, avec de nombreuses victoires dans divers Moto Grand Prix et Tourist Trophy à son actif. Vers la fin des années 30, un panthéon des pilotes les plus titrés s'était déjà formé au Tourist Trophy de l'île de Man. Alec Bennett avait remporté à ce moment-là 5 victoires, Wal Handley 4 victoires et ainsi de suite. Chaque année, le nombre de pilotes légendaires continuera de croître. Et dans cette liste, il y a des gars qui ont remporté le Tourist Trophy plus de 20 fois. Mais nous en parlerons un peu plus tard. En 1924, la catégorie Ultra Lightweight Tourist Trophy a été créée avec une cylindrée de 175 cm3. La première course dans cette catégorie a été remportée par l'Écossais John Adam Porter sur une moto de sa propre marque, New Gerard. Il a affiché une vitesse moyenne de 83,57 km/h lors des courses de 1926. Les épreuves Sidecar Tourist Trophy et Ultra Lightweight Tourist Trophy n'ont pas eu lieu en raison de l'absence de candidature. À l'année 1926, le circuit, sans changer de tracé, avait radicalement changé. D'un sentier de terre et de pierre pour les bergers et les charrettes au début du siècle, elle s'est transformée en une route revêtue d'asphalte. La partie montagneuse du circuit, Machabira, près du sommet de Snaefell, était déjà asphaltée en 1926. Ces changements, associés à l'évolution de la conception des motos, ont entraîné une augmentation notable des vitesses pendant la course, tant en vitesse maximale qu'en vitesse moyenne au tour. En 1920, le record de vitesse moyenne au tour était de 88,5 km/h, et au début de la Seconde Guerre mondiale, il atteignait 146,5 km/h. Garrett Daniel a obtenu ce résultat sur la route de la victoire au Senior Tourist Trophy 1938. Dès 1931, les vitesses maximales lors de la course ont dépassé 160 km/h. L'année 1926 a aussi connu d'autres événements. D'abord, le carburant à base d'alcool fut interdit. Pilotes et équipes ont dû utiliser de l'essence ordinaire. Le deuxième événement est que le prestige croissant de la compétition a incité plusieurs marques italiennes à participer, Bianchi, Gorelli et Moto Guzzi. La course Tourist Trophy poids léger de 1926 est l'un des événements majeurs de l'histoire des Tourist Trophy sur l'île de Man, surnommé l'incident Guzzi par The Motorcycle. Le pilote italien Pietro Gersi a été disqualifié de la deuxième place pour avoir utilisé une bougie d'allumage différente dans sa moto Guzzi. Malgré la concurrence italienne, les machines britanniques ont dominé le podium. Mais dès l'année suivante, en 1927, la deuxième place dans la catégorie des 205 cm3 a été occupée par Luigi Arcangeli sur une moto Guzzi. La course sur l'île de la mer d'Irlande devenait de plus en plus internationale. En 1930, au Tourist Trophy, le Sud-Africain Joe Sarkis et le Japonais Kenzo Tada, premier asiatique à courir sur l'île de Man, ont participé. En 1935, une moto Guzzi italienne, pilotée par Stanley Woods, gagne pour la première fois le Senior Tourist Trophy. À la deuxième place, on retrouve Jim Guthrie sur Norton, qui n'a été distancé que de 4 secondes. Dès 1935, des pilotes et machines de l'Allemagne nazie apparaissent au Tourist Trophy. Dans le grand épisode sur les motos suralimentées, sorti il y a 2 mois, que je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu, figurait l'information suivante. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis et d'Adolf Hitler en Allemagne, l'une des missions des sportifs allemands, y compris les pilotes, était de démontrer la supériorité de la nation allemande sur le reste du monde. Les pilotes amélioraient leur expérience, tandis que d'importants fonds étaient investis par les constructeurs pour développer programmes de course et technologies. Chaque année, la technologie de DKV-NSU et BMW se rapprochera davantage des Britanniques. En 1936, Arthur Gase sur DKW termine 3e en 250 cm3. 2 ans plus tard, en 1938, Evald Kloge remporte la Lightweight Tourist Trophy sur une DKW suralimentée, comme en 1936 où cette technologie était autorisée en course. 1939. Dans l'air flotte déjà la fumée de la Grande Guerre qui s'annonce. Stanley Woods remporte sa 10e Tourist Trophy et pour la première fois dans la catégorie supérieure, la victoire n'échoua pas à un pilote britannique. C'était l'Allemand Georg Meyer sur une moto BMW RS 255 avec compresseur. Lors des essais, Meyer atteignait une vitesse de 220 km/h et même les spectateurs les moins avertis comprenaient que lors du Senior Tourist Trophy, la technique et les pilotes britanniques allaient en avoir du mal.
On espérait que soit les deux motos BMW ne résisteraient pas à la course éprouvante et tomberaient en panne, soit qu'ils se mettraient à pleuvoir. Pour les BMW, qui étaient un peu plus lourdes et moins maniables, mais plus rapides que les motos britanniques sur les lignes droites, une chaussée mouillée pouvait devenir un facteur critique. Rien de tout cela n'est arrivé. Georgi Meyer a gagné alors que l'équipe BMW envisageait de se retirer après la mort de Karl Galley, son troisième pilote, durant un entraînement. Quel choc pour l'orgueil britannique. Pendant 30 ans, leur technologie a dominé presque toutes les catégories, à quelques exceptions près. En réponse aux Allemands, l'industrie motocycliste britannique a présenté deux motos suralimentées, le AJS V4 et la Velocette Roar Air. Deux AJS ont participé au Tourist Trophy de 1939. En raison de problèmes de refroidissement et d'arrêts fréquents pour ajouter de l'eau, ils n'ont fini qu'11e et 13e. La Velocette Roar Air, excellente technologiquement, pouvait rivaliser avec BMW. En théorie, mais en 1939, la Roar Air restait un prototype brut. Stanley Woods a testé la Velocette à compresseur lors des essais publics sur l'île de Man en 1939. L'équipe britannique voulait envoyer un message à ses rivaux européens. Nous n'avons pas besoin du financement du gouvernement nazi pour créer les motos les plus avancées techniquement au monde. La Roar Air n'a parcouru le circuit qu'une seule fois. Qui sait comment se serait terminé cet affrontement de motos suralimentées. Les choses se sont néanmoins passées ainsi. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale débute et l'organisation des courses All-Ireland sur l'île de Man est alors reportée à des jours meilleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, la reprise du Tourist Trophy s'est posée. Cela a eu lieu en 1947 du 9 au 13 juin. Et une catégorie Clubman a été ajoutée pour les machines de série dans les catégories Lightweight, Junior et Senior. Par conséquent, il n'y avait que 6 courses au total. Il convient de noter que la vitesse des machines, pendant plusieurs années après la guerre, était inférieure à celle d'avant-guerre. Cela était dû à la baisse de la qualité des pièces et du carburant. On peut aussi citer l'interdiction par la Fédération internationale de motocyclisme d'utiliser la suralimentation en course. Le record de vitesse autour de Garol Daniel de 1938 ne sera battu que dans 3 ans. Le circuit poursuivait son développement, avec l'élargissement de plusieurs sections en montagne. En 1948, la course Clubman Senior autorisait la participation de motos avec une cylindrée allant jusqu'à 1000 cm3. À cette étape, les 2 premières places ont été remportées par les superbes Howard Raymond Davis Vincent à V-twin d'1 litre. Lors de la réunion de la Fédération internationale de motocyclisme à Londres fin 1948, il a aussi été décidé que le championnat du monde de moto suivrait le principe du Grand Prix. 4 catégories, selon la cylindrée du moteur, 500, 350, 250 et 125. Ce sera une série annuelle de 6 courses avec des points pour la place et le tour le plus rapide. L'événement déjà célèbre sur l'île de Man restera une étape du championnat du monde jusqu'en 1976. C'était un événement historique qui attirera sur l'île de Man encore plus de constructeurs et les meilleurs pilotes du monde. C'était l'une des périodes les plus marquantes des courses sur l'île de Man. Dans les années 50, les Contronclis Sporche Amica Descent, les entreprises italiennes Mondial, Meccanica Verghera Agusta, Gilera et Moto Guzzi feront leur entrée dans le Tourist Trophy. En 1957, l'Écossais Bob McIntyre est le premier pilote à boucler un tour du circuit de montagne à plus de 100 miles à l'heure de moyenne. Cela équivaut à 160,9 km/h, au grand agacement de Jeff Duke, qui, 2 ans plus tôt, au guidon d'une moto Rilera, était douloureusement proche du chiffre tant convoité descente. À ce moment, il avait bouclé un tour à 99,97 miles à l'heure, de 1954 à 1959 pour certaines courses, plus précisément dans les catégories sidecar, ultra léger et léger. À partir de 1955, un circuit séparé était utilisé. Il s'appelait le Clips Course et consistait en un parcours de 17 km 570 mètres en banlieue de la ville de Douglas. Ce circuit a été spécialement préparé pour la saison 1954, pour la catégorie ultra-légère et les sidecars. L'année 1954 est également remarquable car, pour la première fois, une femme a participé au Tourist Trophy. Il s'agissait de l'allemande Inge Stoll. Elle était passagère dans le sidecar, si l'on peut dire ainsi, car dans les courses de moto avec sidecar, c'est une tâche responsable et importante. Au guidon se trouvait le français Jacques Drillon.
Tous deux concouraient sur une moto Norton. La première femme à avoir pris le guidon d'une moto solo sur l'île de Man fut la pilote londonienne Beryl Swain. Cela s'est produit en 62. Swain a couru dans la catégorie 50 cm3 sur une moto Itom. Beryl a terminé 22e sur 25 après avoir parcouru 2 tours du circuit de montagne. Sa vitesse moyenne était de 77,73 km/h. La participation d'une femme comme pilote de moto a créé un précédent et provoqué un scandale. Juste après avoir franchi la ligne d'arrivée, l'Anglaise a déclaré à la presse avec une ferme assurance qu'elle participerait de nouveau au Tourist Trophy et espérait obtenir un meilleur résultat. Peu après, la Fédération internationale de motocyclisme retirera la licence internationale de pilote à Beryl Swain. La Fédération internationale de motocyclisme jugeait la course de l'île de Man trop dangereuse pour les femmes. Qu'un pilote masculin soit blessé ou meure sur le circuit du Tourist Trophy, c'est une chose. Mais les organisateurs n'étaient tout simplement pas prêts à prendre le risque que cela arrive à une femme. Cette décision reflétait cette époque. Nous vivons dans un monde drôle, n'est-ce pas? Un précédent similaire a eu lieu en 1978. Hill et Mason participaient activement à diverses courses de moto au début des années 70. En 1977, après avoir déjà visité l'île de Man à plusieurs reprises en tant que spectatrice, elle a eu l'idée de participer à cette course. Hillery a obtenu sa licence et a participé en 1978, terminant 15e lors de sa première course. Elle a pris part à 8 tournois consécutifs de 1978 à 1985. L'interdiction faite aux femmes de participer au Tourist Trophy a duré jusqu'en 1989. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, c'était l'âge d'or du Tourist Trophy, avec des pilotes comme Jan Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Phil Reed et Jim Redman, engagés dans des duels passionnants entre eux et face au circuit. Cette époque est également remarquable par l'arrivée sur l'île de Man, en 1959, de la société japonaise Honda, bientôt suivie par d'autres grandes marques japonaises, Kawasaki, Suzuki et Yamaha. Honda a une histoire intéressante. En 1954, Soichiro Honda et Kiyoshi Kawashima ont voyagé aux États-Unis et en Europe. Ils observaient en cours la production étrangère, étudiaient leur expérience et ont acquis certains équipements pour leur entreprise. Et au cours de ce voyage, ils ont assisté au Tourist Trophy de l'île de Man. Ces courses ont laissé une impression indélébile sur Soichiro Honda. Il s'est promis que bientôt ses motos participeraient et gagneraient à cet événement. Au Tourist Trophy 1954, Soichiro a surtout noté la technologie NSU. Les représentants de la marque allemande vantaient fièrement leurs innovations à Honda. Globalement, les Japonais ont été bien accueillis et les Européens ne les voyaient même pas comme des concurrents menaçants dans les courses. À l'époque, au pays du soleil levant, on fabriquait des machines légères de petites cylindrées, incapables de rivaliser avec les motos de course européennes. C'était une opinion erronée. En 1959, les motos Honda débutent sur l'île de Man en 125 cm3. Le meilleur résultat est une 6e place de Naomi Taniguchi. Un an après, Honda courait déjà en 125 cm3 et 250 cm3. Les pilotes japonais talonnaient avec assurance leurs concurrents. 4e et 5e place en légère et de la 5e à la 9e en super légère. Cependant, regardons maintenant les résultats de l'année 61. À ce moment-là, la société japonaise avait obtenu le soutien de pilotes de niveau mondial. Le résultat était prévisible. Les 5 premières places dans la catégorie 125 m3, le meilleur résultat pour Mike Hailwood. Et les 5 premières places dans la catégorie 250 m3, et encore une fois, le meilleur résultat pour Mike Hailwood. D'ailleurs, parmi les 250 cm3 après Honda, la Yamaha avec le pilote Fumio Ito s'est classée 6e. L'année 1961 a été la première où une machine japonaise a remporté la course. Selon le tableau des résultats, durant la période où le Tourist Trophy de l'île de Man était inclus dans le championnat du monde de moto Grand Prix, les marques les plus victorieuses sont Meccanica Verguera Agusta 33, Yamaha 21, Honda 18, Norton 12, Moto Guzzi et Suzuki 7 chacune, les autres en comptent moins. Les Japonais ont totalement dominé la concurrence. Au début des années 60, la technologie italienne et britannique dominait encore les catégories supérieures, mais cette suprématie n'a pas duré. La crise de l'industrie motocycliste britannique approchait, et la nature déteste le vide. Et cette niche a été encore plus envahie par la technologie italienne et japonaise. En parallèle, un autre processus se produit.
De 1949 à 1976, cette course faisait partie du championnat du monde de Grand Prix, ce qui lui a apporté prestige et notoriété et a fait croître le nombre de participants chaque année. La technologie progressait et la vitesse augmentait. La seule chose qui n'a pas vraiment évolué, c'est la sécurité du circuit. Des travaux avaient donc lieu dans ce domaine. Des portions du circuit étant élargies ou optimisées et des barrières souples installées pendant les virages serrés. Cependant, cela ne changeait pas fondamentalement le circuit. Il restait encore beaucoup d'endroits dangereux. Et alors que d'autres circuits pour le MotoGP étaient en des pistes spécialement construites avec des conditions de sécurité bien pensées pour les pilotes au fil du temps, sur l'île de Man, le Mountain Course restait une partie du réseau routier civil. Des maisons bordant la route avec haies vives et murs de pierre longeant les champs. Si vous consultez les statistiques des accidents mortels au Tourist Trophy, vous verrez que, dans l'ensemble, la courbe est à la Warros, et en particulier pendant la période où le Grand Prix se tenait sur l'île de Man. Chaque année, des motards meurent dans cette course. Depuis 1937, il n'y a eu qu'une seule année sans décès, 1982. Sinon, il y en a au moins un, et certaines années bien plus. En 1952 et 1961, 5 pilotes. 1962, 6 de plus. 1970, 7. Et là, je ne cite que les années les plus tragiques. Cela a été et reste une véritable moisson sanglante. Et ajoutez à cela de nombreux cas non mortels, diverses blessures. Sur l'île de Man, des incidents ont impliqué coureurs, commissaires et spectateurs. Les commissaires, au cas où vous ne le sauriez pas, ce sont les gars qui dirigent la course. Ils assurent la sécurité des pilotes sur la grille de départ, la voie des stands et les zones dangereuses de surrodeuses du circuit. Ils informent les pilotes de la situation sur la piste à l'aide de drapeaux, et ainsi de suite. En 1972, il se passe ce qui suit. Le pilote italien Gilberto Parlotti trouve la mort. Son ami proche, le pilote moto renommé Giacomo Agostini, qui cette année-là a remporté les premières places en 500 et 350 cm3 sur Meccanica Verghera Agusta, a déclaré publiquement qu'il ne participerait plus aux courses sur l'île de Man, les jugeant trop dangereuses, surtout en compétition internationale. Et en général, il est scandaleux qu'une telle course fasse partie du programme du Grand Prix moto annuel, auquel les pilotes professionnels sont obligés de participer. Après Agostini, de plus en plus de sportifs ont rejoint son boycott. En 1976, seuls quelques pilotes célèbres participaient au Tourist Trophy, les autres s'étant retirés. Après le Tourist Trophy de 1976, la Fédération internationale de motocyclisme a annoncé que la course sur l'île de Man perdait son statut de championnat du monde, bien qu'elle ait été l'étape la plus prestigieuse du Grand Prix. L'année suivante, en 1977, cette étape du Grand Prix a été déplacée sur le circuit de Silverstone, et l'existence de l'événement sur l'île de Man s'est retrouvée remise en question. À la fin des années 70, on pensait que l'exclusion de la course du calendrier du Grand Prix et le départ de plusieurs pilotes marqueraient le déclin de l'événement. Cependant, les choses ont évolué différemment. Les organisateurs discutaient avec l'Auto Cycle Union pour reformater la course, refusant de voir leur événement emblématique disparaître. Pour préserver le statut international du Tourist Trophy sur l'île de Man, l'événement Formula Tourist Trophy est organisé dès 1977 sous la Fédération internationale de motocyclisme. Les courses dans ce format ont été organisées jusqu'en 1990. On distinguait les machines à 2 et 4 temps, puis 3 catégories selon la cylindrée. Voici un tableau qui illustre clairement le règlement. Les 317, d'ailleurs cette course était une édition anniversaire. Joey Dunlop remporte sa première victoire au Tourist Trophy. Ce fut la première des 26 victoires de Dunlop, et c'est encore aujourd'hui. En réalité, il y a une personne qui, au début de l'année 24, compte 25 victoires au Tourist Trophy, et qui a toutes les chances et la possibilité d'augmenter ce nombre. Il s'agit du neveu de Joey et du fils de Robert Dunlop, Michael Dunlop. D'ailleurs, Robert était aussi pilote. Revenons à Dunlop, l'aîné. C'est une légende vivante. Pendant toutes les années 80 et 90, il a dominé l'île de Man. Il lui est aussi arrivé différentes mésaventures en course. Il a eu des accidents, il s'est rétabli et il a de nouveau gagné. En 1985, il a failli mourir dans un naufrage d'un navire transportant lui, d'autres pilotes et Bellifonds étaient traités et leur matériel vers l'île de Man. Cela s'est produit le 23 mai. Le navire a coulé, et les gars ont eu de la chance que les sauveteurs soient arrivés à temps.
Leurs motos ont été retrouvées par des plongeurs sur l'épave au fond de la mer. Le métier de motard ressemble à celui de pilote d'essai. Des emplois passionnants, riches en adrénaline et émotion. Cependant, tous les casse-coups n'atteignent pas la vieillesse. Hélas, c'est aussi ce qui est arrivé à Joey Dunlop. En l'an 2000, il est décédé à Tallinn, en Estonie, lors d'une course dans la catégorie 125 cm3. Il avait 48 ans. Pour l'Irlande du Nord, l'île de Man et la communauté motocycliste, ce fut une véritable tragédie. Je pense que vous êtes déjà tombé sur la photo de la statue en bronze d'un pilote sur l'île de Man. Elle est dédiée à Joey. Plusieurs films biographiques lui sont dédiés, ainsi qu'un virage du Mountain Course. De nos jours, le pilote le plus titré du Tourist Trophy reçoit la coupe Joey Dunlop. Deux de ses neveux, Michael et William, ont suivi ses traces. William n'a pas eu de succès et aucune victoire. Il n'a été sur le podium du Tourist Trophy que 6 fois, finissant seulement 2e ou 3e. Malheureusement, il est décédé lors de la course de Scary 100 en 2018. Quant à son frère Michael, il a été plus réussi. Il a participé pour la première fois à l'île de Man en 2007 et il a remporté la victoire dès 2009. En 2023, il a remporté 4 victoires dans différentes catégories. Superbike, Supersport, Superstock et Lightweight. À ce jour, il compte 25 victoires. Une de moins que son oncle. Et tout est encore devant lui. Retour en 1977. Cette année-là, la course de l'île de Man a pris une fois pour toutes la voie de l'originalité. Ce sera un événement dangereux, mais aussi spectaculaire et prestigieux. La formule ATT a longtemps préservé le prestige. Je vais dire quelques mots sur les sidecars. J'ai indiqué que de 1954 à 1959, les sidecars couraient sur le circuit de Clips, puis de 1960 à 1976 sur celui de Snaefell Mountain. La cylindrée du moteur ne dépassait pas 500 cm3. De 1968 à 1974, des compétitions de sidecar jusqu'à 750 cm3 étaient organisées hors championnat. Norton et les opposés BMW sont devenus de l'histoire ancienne. En 1990, le règlement des motos avec sidecar a changé. La cylindrée était désormais limitée à 600 cm3 pour les 4 temps et à 350 pour les 2 temps. Ces conditions sont toujours en vigueur aujourd'hui. Actuellement, dans la catégorie des sidecars, ce sont les 4 cylindres en ligne des marques japonaises Von qui dominent. Dave Molinier, originaire de l'île de Man, est le pilote le plus titré en sidecar avec 17 victoires au Tourist Trophy et 30 podiums. Dave occupe la 4e place des pilotes les plus titrés du Tourist Trophy, derrière Joey et Michael Dunlop, ainsi que John McGuinness. Molly, comme on l'appelle, a établi en 2015 un record de vitesse moyenne de 187,95 km/h au tour. Mais aujourd'hui, les Anglais Ben et Tom Birchall ont déjà battu ce record. En 2023, ils ont atteint une moyenne de 194,16 km/h sur un sidecar à moteur Honda CBR 600. D'ailleurs, les frères Birchall rattrapent rapidement Molinier. Tom et Ben comptent déjà 14 victoires. En 1978, la star du Grand Prix américain Pat Hennen a bouclé le circuit de montagne en moins de 20 minutes sur une Suzuki 500. Après 11 ans d'absence, Mike Hailwood est revenu au Tourist Trophy en 1978 et a immédiatement remporté la course de Formule 1. Et un an plus tard, il remportera sa 14e et dernière victoire à la course Tourist Trophy. L'arrivée sur l'île de Man de Carl Fagarty, qui deviendra plus tard champion du monde de Superbike, a marqué le début de courses épiques entre Carl et l'Écossais Hislop. Le point culminant de cette rivalité sera l'épreuve Senior Tourist Trophy de 92 étions. Fagarty roulait en Yamaha 750 Hislop sur une Norton RCW 588 à moteur rotatif. Ce duo a battu le record du Tour lors d'une bataille titanesque. Hislop a remporté cette course avec seulement 4 secondes d'avance. Après 30 ans d'attente, Norton a enfin obtenu la victoire tant espérée. La précédente remontait à 1961. En 1989, l'événement a été transformé par le département du tourisme de l'île de Man en Festival Tourist Trophy de l'île de Man. Cela comprenait de nouvelles compétitions de courses, notamment les courses classiques lors du Tourist Trophy en 1989, suivies des courses post-Tourist Trophy en 1991. Les deux se déroulaient sur le circuit de Belown, près de Castletown. Au début des années 2000, juste avant Michael Dunlop, l'étoile du pilote anglais John Warren McGuinness brille.
Il remporte son premier Tourist Trophy en 1999 en 250 cm3 et sa 23e et dernière victoire qui le classe 3e au nombre total de victoires a lieu en 2015 lors du Senior Tourist Trophy. Ayant commencé à citer les pilotes les plus titrés, je ne peux ignorer Ian Hutchinson, le pilote anglais spécialisé dans les épreuves organisées sur des routes publiques fermées, comme le Tourist Trophy de l'île de Man, le Northwest 200 et le Grand Prix d'Ulster. Entre 2007 et 2017, Hutchinson remporte le Tourist Trophy 16 fois. Dès 2008, l'événement était déjà imprégné d'un esprit écologique. L'année suivante, en 2009, à l'initiative de plusieurs personnes, et en particulier Ajar Hussein et Hersh Potel, une course à émissions nulles est organisée, le TTXGP. Cette étape de 2009 était une course d'un tour sur le circuit de montagne pour des motos sans carburant carboné et sans émissions toxiques. C'est-à-dire que pouvaient en eux participer ici des motos électriques, des véhicules équipés de moteurs à combustion interne, fonctionnant à l'hydrogène et des hybrides. Plusieurs machines ont participé à cet événement, dont les motos Moto6, Mission Motors et Evo Design. À cette étape, Rob Barber a gagné sur la moto électrique AJNIX01. Dès 2010, cette étape a évolué en Tourist Trophy 0. Désormais, seules des machines à moteur électrique y participaient en temps. La première course 0 de 2010 a été remportée par Mark Miller sur la moto Moto6, un PC, devenant ainsi le premier vainqueur américain. Miller a réalisé une vitesse moyenne autour de 155,82 km/h. Moto6 a également été la première moto fabriquée aux États-Unis à remporter une course Tourist Trophy sur l'île de Man, depuis la victoire d'Oliver Godfrey au Senior Tourist Trophy de 1911 sur une Indian. Après sa première victoire en 2014, l'équipe Mugen du Japon est devenue la force dominante du Tourist Trophy 0, remportant la compétition 6 fois de suite de 2014 à 2019 et portant la vitesse moyenne au tour à 196,18 km/h. En 2019, un moratoire sur cette catégorie a été annoncé à cause de la lente adoption des motos électriques et du faible nombre de participants. Il est probable que cette étape reprenne bientôt. Dans l'histoire des courses sur l'île de Man, outre les interruptions des deux guerres mondiales, d'autres pauses ont eu lieu. En 2001, l'événement a été annulé en raison d'une épidémie de fièvre afteuse. Les autorités jugeaient impossible de désinfecter efficacement environ 40 000 personnes arrivant sur l'île lors des courses. En 2020 et 2021, les compétitions ont été annulées en raison de la pandémie de 19. Chaque année, les vitesses lors de la course augmentaient et les records étaient inconstamment battus. En voyant les images du Tourist Trophy de 1910, on peut dire « Oui, moi aussi. Sur la planète 5, je roulais sur des chemins de campagne, alors que la course était déjà très rapide au milieu du XXe siècle. Et ce que nous observons sur l'île de Man au XXIe siècle est vraiment à couper le souffle. » Dès la fin des années 2010, de nouvelles stars de la course ont émergé au Tourist Trophy. Michael Dunlop domine encore, mais Dean Harrison et Peter Hickman montent en puissance. Harrison a 3 victoires, Hickman en compte 13. Ces deux-là ont porté les courses sur l'île de Man à des sommets sans précédent. Le record de vitesse moyenne au tour est détenu par Peter Hickman sur BMW M1000RR. Et ce chiffre est de 219,447 millième km à l'heure. Le record a été établi en 2023. Il a parcouru le tour du circuit de montagne, 60 km 725 mètres en 16 minutes et 36 secondes. Je précise, c'est la vitesse moyenne. La vitesse maximale enregistrée sur l'île de Man est de 330 et 1 km/h. Et ici, en août, se tient également l'événement Classic Tourist Trophy en hommage aux machines classiques qui ont déjà participé sur l'île. Ici, on peut voir de tout, allant des classiques AGS et Norton des années 50 jusqu'à l'exotisme super sexy comme la Honda RC166 à 6 cylindres ou la Moto Guzzi 5.8. C'est un magnifique rituel qui rend hommage à la mécanique devenue historique. Le risque a son prix et la course prend constamment ses participants. La 22e édition a été l'une des plus sanglantes de l'histoire de la course. 6 participants ont perdu la vie. Mais l'année la plus meurtrière a été 2005 où au total, 11 personnes sont mortes. 3 pilotes et un commissaire sont morts pendant la course de juin.
et 6 pilotes ainsi qu'un passant sur la piste ont perdu la vie lors du Grand Prix de l'île de Man en août-septembre 2005. Certains se demandent logiquement pourquoi cette course n'a toujours pas été interdite. Ce sujet est vivement débattu en ligne. Prendre part à cette course est très prestigieux. C'est tout ce qui pousse les amateurs de vitesse à foncer à 300 km/h sur les routes étroites et sinueuses de l'île de Man. La décision d'interdire ces courses de moto est une question complexe et délicate, qui nécessite de peser différents facteurs, y compris la sécurité, les traditions, les conséquences économiques et les libertés individuelles. J'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Tout d'abord, au Tourist Trophy, chaque année, énormément de travail est fait pour la sécurité. Deuxièmement, les autorités de l'île de Man, ainsi que les habitants eux-mêmes, ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or qui rapporte 50 millions de dollars de bénéfices chaque année. La participation à l'événement reste un choix personnel de chaque pilote. Du 27 mai au 8 juin 2024, un nouvel événement aura lieu sur l'île de Man. Les meilleurs pilotes du monde, avec les meilleures machines de course, malgré tous les dangers du circuit et les risques énormes, s'affronteront pour le trophée touristique. Un nouveau chapitre de cette course moto légendaire sera écrit. L'Isle of Man Tourist Trophy est sans doute la course moto la plus populaire et dangereuse au monde, attirant des dizaines de pilotes et des milliers de spectateurs chaque année. Beaucoup d'articles et de documentaires ont déjà traité ce spectacle fascinant. Une nouvelle histoire sur cette course légendaire s'y ajoute. Bien sûr, les amis, dans ce reportage, nous n'avons pas abordé tous les aspects. On pourrait parler de Joey Dunlop pendant 1 heure entière. Cependant, nous avons couvert l'essentiel. J'espère avoir réussi à vous faire découvrir le Tourist Trophy sur l'île de Man. Si vous avez aimé ce reportage, aidez à le promouvoir. Mettez un like, partagez-le avec vos amis et connaissances. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans les commentaires, vous pouvez écrire si vous allez suivre ces compétitions en 2024. Pour ma part, si j'ai du temps libre, je regarderai certainement. C'était la chaîne Crass Moto avec vous. À bientôt.